Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Nicole Nisotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Lucille Schmitt du comité de rédaction de la revue Esprit et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. À l'occasion de notre campagne de financement qui est en train de tutoyer son objectif et qui l'atteindra à coup sûr avant Noël, nous recevons beaucoup de messages et d'encouragements toniques. J'en extrais un. Cher Monsieur Meyer, je vous écoute chaque semaine et davantage désormais grâce au BADA. C'est malgré une actualité morose et franchement inquiétante, une bouffée d'oxygène. Soyez-en remerciés, longue vie au nouvel esprit public. Post-scriptum, je revendique par ailleurs le titre d'auditeur le plus haut du monde, vous ayant écouté un jour au sommet de l'aiguille du Midi à 3842 mètres d'altitude, partant pour une randonnée glaciaire solitaire. Vous aviez à ce moment-là, et comme par hasard, parlé d'un auditeur en Bolivie ou au Pérou comme détenteur de ce record, je le réclame formellement. Donc, avis à d'autres auditeurs, contributeurs qui se penseraient plus haut placés. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé Déconfinant le handicap et qui est chapeauté ainsi. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, organisée tous les 3 décembre par l'ONU depuis 1992, le 1 a noué un partenariat avec le secrétariat d'État chargé de ces questions très sensibles. Si des inégalités criantes subsistent en France, le sort des handicapés, 12 millions dans notre pays auxquels s'ajoutent 10 millions d'aidants, nous interroge, surtout au moment où la pandémie comme en partie les frontières entre normalité et anormalité. Notre prochaine émission, dimanche 13, sera en direct et en public via Zoom. Vous trouverez les indications nécessaires pour y participer dans notre lettre d'information numéro 14 sur notre site. Et puis nous poursuivons notre nouvelle série de suppléments de BADA consacrée au monde de la culture, à ses acteurs et à ses artisans. Vous pouvez déjà entendre les 4 premiers, l'un sur l'opéra comique, l'autre sur un cinéma de campagne et même un cinéma insulaire, le troisième sur le classique enregistré et le dernier en date, mis en ligne mercredi dernier, est un entretien avec Mathieu Gagnon, danseur étoile du ballet de l'Opéra de Paris. Intéressons-nous maintenant aux libertés publiques et à la valse hésitation du gouvernement. Pour la deuxième fois en seulement 8 mois, le Premier ministre a décidé le 27 octobre de réactiver l'état d'urgence sanitaire qui autorise l'exécutif par simple décret à restreindre ou supprimer des libertés, à mettre en place des mesures de quarantaine ou d'isolement, à réquisitionner tout bien et service, à contrôler les prix. Aux interrogations, aux protestations, aux oppositions provoquées par ce recours s'ajoutent les protestations contre un amendement voté par le Sénat qui conditionne l'exercice des libertés académiques au respect des valeurs de la République, des universités sont occupées. Le vote par l'Assemblée nationale du projet de loi pour une sécurité globale a soulevé une levée de bouclier contre son article 24, prévoyant de réprimer la diffusion du visage ou de tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme hors numéro de matricule, quand elle a pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Juristes, journalistes, réalisateurs, militants politiques ou associatifs dénoncent un critère d'intentionnalité flou, exposant les médias et plus encore les observateurs et les citoyens ordinaires à des poursuites et visant à imposer dans les faits, sinon dans la lettre, le floutage comme norme sur les réseaux sociaux. Devant cette fronde, Jean Castex a annoncé le lancement d'une commission indépendante chargée de réécrire l'article incriminé. La conjonction de la proposition de loi sur la sécurité globale et le tabassage par des policiers d'un producteur de musique noire, Michel Zecler, a créé une fronde inédite dans la majorité où la colère a grondé contre un comité vu comme un court-circuitage éhonté du Parlement. L'insulte faite au Parlement et à la majorité est dévastatrice, s'est exclamée la présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, de la République en marche des Yvelines. Le président de la République devait déjà faire face à des crises sanitaires, terroristes, économiques, sociales et se retrouve confronté
à une crise politique. Pour tenter de la déminer, le Premier ministre a assuré qu'il n'entrera pas dans le périmètre de cette commission le soin de proposer une réécriture d'une disposition législative. Cependant, de nombreux défilés dans toute la France ont rassemblé le lendemain 500 000 personnes selon les organisateurs, 146 000 selon la police, pour la défense des libertés et contre les violences policières. Après une réunion à l'Élysée, les présidents de groupe de la majorité ont annoncé lundi une nouvelle écriture complète de l'article 24. Le ministre de la Justice a plaidé pour que l'objectif de protection des policiers figure dans l'article 25 du projet de loi contre le séparatisme, dont l'examen en Conseil des ministres est prévu le 9 décembre. Inspiré de l'assassinat de Samuel Paty, il crée un délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée, sans toucher à la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Matignon et le ministre de l'Intérieur n'y seraient pas défavorables. Sur cette question, Richard Verly. Alors, vous savez, Philippe, que souvent, vu de l'étranger, on reproche à la France de légiférer sur tout et son contraire et de préférer voter des lois avant de vérifier si les textes législatifs sont bien appliqués. Eh bien, dans ce cas de figure, je crois que ce sera ma première remarque, parce que non seulement il y a tout ce que vous venez de dire sur la loi sur la sécurité globale et la réécriture à venir de l'article 24, mais il y a aussi le projet de loi initialement appelé contre les séparatismes, qui sera présenté, lui, en Conseil des ministres le 9 décembre. Donc, il y a là un tamponnage de lois, de projets législatifs, où il est d'abord extrêmement difficile de se retrouver pour qui voudrait savoir ce qu'est la doctrine en ce moment du gouvernement français en matière de sécurité. Ça, c'est ma première observation. La deuxième observation, c'est qu'il y a un problème de posture d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, clairement aujourd'hui, bien évidemment, il s'appuie sur les circonstances pour le justifier. Vous avez évoqué le meurtre du professeur Samuel Paty. Eh bien, il est dans un virage absolument sécuritaire qui donne quand même l'impression d'être un dérapage très peu contrôlé. Alors, est-ce que c'est uniquement des réponses que l'on cherche à apporter à des problèmes conjoncturels, notamment l'islamisme violent, qu'il faut bien sûr régler? On a vu également qu'il y a l'annonce de perquisitions dans, je crois, 76 mosquées présumées radicales et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu'un bon nombre d'entre elles devront fermer. Est-ce qu'on est là face à une riposte durable ou est-ce qu'on est là plutôt face à un enchaînement de propositions législatives visant avant tout à rassurer l'aile droite, voire droitière de l'électorat? Je dois dire que c'est ça, dans le cas d'Emmanuel Macron, qui pose le plus question, d'autant qu'en même temps, on l'a vu avec l'interview qu'il a donnée à Brut, aux médias sociaux Brut, il annonce la création d'une plateforme dédiée aux discriminations. Donc, on n'y voit pas clair et comme toujours, quand on n'y voit pas clair, eh bien, le brouillard, ça provoque des accidents et l'accident, c'est celui de l'article 24, un article qui a été écrit trop vite, qui a été mal écrit, dont le propos finalement est beaucoup trop flou pour être utilisable, et il a conduit la demande d'une réécriture qui, elle aussi, a été cacophonique. Bref, l'impression quand même, c'est que la méthode Castex, puisque Jean Castex, le Premier ministre, avait été appelé au pouvoir pour mettre de l'ordre, au fond, dans cette administration française, compte tenu de sa connaissance qu'il a, lui, du terrain, eh bien, la méthode Castex aujourd'hui donne l'impression de ne pas beaucoup fonctionner. On est plutôt dans un désordre généralisé et le désordre sur les problématiques sécuritaires, c'est ce qu'il y a de pire parce que ça incite toujours aux accidents, aux bavures. On verra, l'enquête dira si ce qui s'est passé dans le cas de M. Zecler, la personne tabassée littéralement par les policiers dans son local privé, est-ce que c'est une absolue bavure ou est-ce que l'enquête va révéler d'autres choses? Mais pour l'instant, ce qu'on a pu voir, c'est l'impression de policiers laissés complètement, je dirais, libres de leurs faits et gestes dans la pire des situations. Autrement dit, vu de l'étranger, y compris d'un pays proche comme le mien, la Suisse, la France donne l'impression en matière sécuritaire de ne pas savoir où elle va et c'est assez inquiétant. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Dans la ligne de ce que vient de dire Richard, ce qui me semble très, très important, c'est que depuis le début de cette année, et nous sommes déjà en décembre,
Depuis mars, nous vivons au rythme donc de la pandémie. Et à cause de la pandémie, nous avons accepté une restriction très importante de nos libertés, tout en ne sachant absolument pas si ça allait être efficace ou pas, mais en tout cas dans un sentiment d'urgence absolue, dans un sentiment de vie et de mort. Et aujourd'hui, avec plusieurs mois de recul, je pense que le sentiment qu'Emmanuel Macron cherche ses marques, je rappelle qu'il n'avait pas du tout été élu sur un programme de restriction des libertés, mais plutôt dans le sentiment qu'il remettait en mouvement le monde politique et qu'il allait réformer et remettre en mouvement la société française et apporter de la liberté, et donc un mouvement et quelque part une sorte de fraîcheur liée à son jeune âge. Donc ce sentiment de croissance de l'autoritarisme et de restriction aux libertés est quelque part en décalage complet avec sans doute la promesse de 2017. Mais surtout, cette conflagration entre crise sanitaire et crise terroriste que nous vivons depuis l'assassinat de Samuel Paty est quelque chose qui brusquement nous ramène très en arrière, vous savez, aux attentats terroristes de 1995. Et en 25 ans, c'est Henri Leclerc, le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, qui répondait à une interview et qui faisait remarquer cela. En 25 ans, il y a eu 30 lois de restriction aux libertés en France. C'est-à-dire que plus d'une loi par an a restreint les libertés en France, avec un sentiment de malaise croissant sans doute sur l'équilibre entre sécurité et liberté, mais aussi avec ce sentiment, il faut le dire, que ce n'est pas très efficace. Et je crois qu'aujourd'hui, la crise d'image d'Emmanuel Macron, mais aussi, comme le rappelait Richard, du gouvernement, de Jean Castex, qui n'arrive pas à acquérir cette autorité de Premier ministre, elle tient aussi au fait que les lois, l'accumulation des lois, des textes, à la fois nous renvoie au sentiment qu'au fond, le Parlement est juste un godillot et que les contre-pouvoirs et le débat réel n'a pas lieu, et que par ailleurs, ces textes adoptés ne permettent pas un meilleur respect de l'état de droit et même créent, comme l'a d'ailleurs écrit Nicolas Bavray, l'un de nos intervenants importants de cette émission, créer une espèce, au contraire, de coin dans l'état de droit. C'est-à-dire que le paradoxe français aujourd'hui, c'est que l'accumulation des lois donne le sentiment que devant nous, nous avons surtout une perspective de violence et de chaos. Donc tout le sujet, c'est aujourd'hui effectivement de faire cet inventaire des dispositifs existants, de faire aussi retour sur ce principe de proportionnalité qui a toujours été posé dans un état de droit entre les mesures adoptées et la façon dont on restreint les libertés, et donc la proportionnalité entre la mesure, son efficacité, et la manière dont on fait respecter les grands principes constitutionnels, les grandes libertés publiques. Je me rappelle qu'en mars, au moment du vote de la loi sur l'état d'urgence sanitaire, un certain nombre d'articles, d'ailleurs je crois que nous avions commenté ici, avaient fait la liste, vous savez, des libertés auxquelles attentait cet état d'urgence sanitaire. Je crois qu'il y en avait bien une bonne dizaine. Et au fond, ce qui se passe autour de cet article 24, c'est qu'il y a une sorte de conflagration entre une déception sans doute liée à la gestion de la crise sanitaire, puisque, comme le faisait aussi remarquer Nicolas Bavray, si on compare la gestion, par exemple, de l'Allemagne sur la crise sanitaire et la gestion française, on voit que le nombre de morts et les résultats économiques n'ont rien de comparable, alors même qu'on a le sentiment que l'atteinte aux libertés publiques est beaucoup plus forte en France. C'est aussi quelque chose qu'a montré le spécialiste des questions de sécurité Sébastien Rocher, qui a écrit dans la revue Esprit un article très intéressant comparant les différents types d'états d'urgence qui ont été installés en Europe à l'occasion de la pandémie, et qui insistait sur le fait que c'est en France que l'autoritarisme avait été le plus fort, la centralisation, les attestations, sans pour autant que les résultats soient là. Donc je crois qu'il y a autour de ces manifestations très importantes qui ont eu lieu il y a quelques jours pour contester l'article 24, le sentiment, une déception à la fois concernant Emmanuel Macron et sa promesse non tenue sur la question de la mise en mouvement, la question de la gestion de la crise sanitaire, et puis une angoisse sur le fait que l'accumulation des lois antiterroristes n'ont pas permis d'éviter le terrorisme. Je crois que tout ça se cristallise et crée un profond malaise, alors même que la période, faut-il le rappeler, est préélectorale, alors même que déjà, au fond, Emmanuel Macron apparaît un peu coincé entre ses électeurs de gauche qu'il avait élus en 2017 et qui lui demandent de remettre des libertés, et ses électeurs de droite qui sont attentifs à cette question des protections, alors même que son opposition de droite est là, prête à dégainer si l'article 24 ne permettait pas, selon eux, d'assurer un strict respect des protections et de la sécurité.
Donc, on a le sentiment de quelque chose qui sera très difficile à dépasser. Et je terminerai en disant juste une chose, c'est que je crois que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est pathétique. C'est-à-dire que quand on voit la présidente de la commission des lois donner un entretien en disant qu'il ne faut pas bafouer les droits du Parlement et que c'est bien au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale et aux députés de réécrire l'article 24, article qu'ils avaient entériné à la demande de Gérald Darmanin et donc à la demande du ministre de l'Intérieur. Donc le fait qu'ils ne veulent pas formellement ne pas réécrire cet article est quelque chose qui est assez pathétique parce que le sujet, c'est au fond, faudrait-il retirer l'article 24 et si le réécrire consiste à le vider complètement de son sens, quel est l'intérêt, si c'était formellement de penser et représenter les droits du Parlement? Et on sait par ailleurs que c'est au Sénat maintenant de reprendre le texte au début de l'année 2021 et qu'au Sénat, le Sénat clairement à droite, la tentation de réécrire l'article 24 dans un sens plus libéral est sans doute très limitée. Nicole Nisotto. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui s'inquiètent outre mesure de l'évolution de notre pays vers un régime illibéral ou voire autoritaire. Je crois que nous sommes dans une période doublement extraordinaire par la conjonction du terrorisme toujours présent et de la pandémie, et que cette situation extraordinaire entraîne des mesures extraordinaires de privation des libertés publiques. Je ne dis pas que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais je crois que l'inquiétude est, à mon sens, largement exagérée. Cela dit, si on fait le bilan depuis 5 ans, la France a connu 3 états d'urgence, donc un sur le terrorisme qui a duré de 2015 à 2017, quand même 2 années, on l'a oublié, et puis un état d'urgence sanitaire en 2 parties aujourd'hui, donc ça fait 3, qui va se terminer au début de 2020, et avec quand même un état d'urgence sanitaire qui est beaucoup plus restrictif que l'état d'urgence antiterroriste, puisqu'il remet en question un des droits constitutionnels qui est la liberté d'aller et venir pour tout le monde, et pas seulement pour les suspects de terrorisme ou les suspects de Covid. Donc, on est dans un pays où effectivement, on a apparemment une très grande restriction de liberté publique, et la grande différence aussi entre ces 2 états d'urgence, c'est qu'on peut penser que l'état d'urgence sanitaire finira un jour, quand on aura le vaccin et que le virus disparaîtra, alors que l'état d'urgence terroriste est passé dans la loi d'une certaine façon. La fameuse loi d'octobre 2017, la fameuse loi Split, a intégré dans la loi des mesures d'exception qui étaient dictées dans l'état d'urgence terroriste, et en particulier a donné à l'autorité administrative beaucoup plus de pouvoir que le pouvoir judiciaire. Et donc, le bilan, il est beaucoup plus fort d'ailleurs que ce que disait Lucile. On est déjà à ces doubles états d'urgence conjugués, le terrorisme et la loi sanitaire. Alors, en revanche, moi, je voudrais faire 2 observations quand même de questionnement sur ce recours aux privations de liberté. D'abord, en disant que le diable est dans le détail, comme toujours, et que le gouvernement me semble piégé entre la logique restrictive de la situation et puis l'hystérie administrative qui est caractéristique de la fonction publique française. Je prends par exemple sur le confinement, on a des décisions qui sont surréalistes. On n'a pas le droit d'être assis sur un banc, comme si c'était plus dangereux d'être assis que debout. On n'a pas le droit, je l'ai déjà dit, de faire du sport solitaire. Une planche à voile sur l'océan, à mon avis, n'est pas contagieuse. On a le droit de se promener avec un membre de sa famille, mais pas avec un ami, etc., etc. Dans la loi sur la sécurité globale qui est en discussion au Parlement, par exemple, il y a une disposition qui dit qu'on va multiplier l'usage de drones pour surveiller la foule sans la flouter, et il y a une contre-proposition sur l'article 24 qui est peut-être de flouter le visage des policiers. Donc tout ça apparaît extrêmement contradictoire. Et donc on voit bien que il y a une espèce de
oui, de concentration de l'administration sur le détail, de découpler la loi en différentes sous-catégories qui fait qu'effectivement le citoyen a l'impression d'être complètement contrôlé de partout. Il suffit d'ailleurs de voir le nombre de blagues, entre guillemets, que l'on s'échange sur WhatsApp pour voir à quel point la situation est à la fois angoissante et à la fois fait éclater de rire tellement ça n'est pas sérieux. Mais deuxième raison de l'inquiétude, c'est pas simplement le détail de l'administration et non pas des politiques. C'est vrai quand même que si on regarde ces 2 états d'urgence, on est passé à une république où le niveau administratif a tendance à prendre le pouvoir par rapport au niveau politique, et ça, c'est extrêmement dangereux. Par exemple, la loi Split, donc la loi d'octobre 2017, où une simple autorisation administrative peut permettre une assignation à résidence contournant complètement le pouvoir judiciaire. Par exemple, sur l'article 24, quand le gouvernement décide de confier à une commission spécifique le soin éventuellement de réécrire l'article 24 et qui fait hurler effectivement à juste titre l'Assemblée, parce que c'est à elle, s'il doit y avoir réécriture de loi, c'est à elle de le faire. Et donc voilà, on a cette tentation de passer les décisions ou le pouvoir à des autorités non judiciaires ou non politiques. De même sur la pandémie, le Conseil de défense toutes les semaines, non seulement donne l'impression qu'on est dans une situation de guerre, mais aussi interdit l'ouverture du Conseil de défense à des élus locaux, par exemple. Pourquoi? Parce que le propre du fonctionnement du Conseil de défense, c'est que ce qui se dit est secret, ou confidentiel défense, ou secret défense. Et donc, ça interdit l'ouverture à d'autres relais politiques, comme les élus locaux, comme les responsables sanitaires, de participer à ce conseil de défense. Et donc, je crois que ce qui est plus inquiétant, c'est ça, c'est le passage à l'administration du pouvoir non contrôlé ou très peu contrôlé par le pouvoir politique, ce qui est très différent, et je termine là-dessus, de ce qui se passait aux États-Unis sous Donald Trump. Sous Donald Trump, on avait effectivement des angoisses sur la remise des libertés, mais les institutions américaines sont extrêmement solides, et donc les excès que Trump pouvait prendre vis-à-vis des libertés publiques étaient d'une certaine façon contrebalancés parce que le pouvoir institutionnel, politique aux États-Unis est très fort. Ce n'est pas le cas en France. On a un système institutionnel de la Ve République qui est devenu fragile et donc qui n'est pas un vrai rempart contre les dérives administratives qui peuvent empiéter sur les libertés publiques. François Bujon de l'Étang. C'est un sujet difficile parce que tout s'y mêle et qu'il y a effectivement une certaine hystérie ambiante sur le sujet, je crois. Tout s'y mêle, c'est-à-dire à la fois les considérations sécuritaires, le fait que nous vivons dans une période de pandémie qui est donc une période particulièrement anxiogène, mais qu'en même temps nous avons subi des attaques terroristes et nous allons en subir d'autres, malheureusement, c'est à prévoir, et qu'il y a d'une façon générale une montée de la violence, de l'incivisme, toutes sortes de choses qui font qu'il y a des appels contraires au sein de l'opinion. Il y a un besoin de davantage d'autorité pour lutter contre les menaces terroristes, criminelles ou autres, et en même temps, il y a un besoin de sécurité très très fort qui vient du fait que tout le monde est inquiet du fait de la pandémie. Et je crois que Lucile a raison dans son analyse de démarrer de la pandémie, parce que c'est ça qui crée finalement le bruit de fond et l'atmosphère quotidienne dans lequel les autres problèmes doivent se greffer et être traités. La pandémie, elle a amené finalement l'opinion française à accepter très volontiers de sacrifier des quantités de libertés fondamentales en faveur d'un peu plus de sécurité. C'est quand même très, très important. Il y a une loi qui a été votée, qui est évidemment la loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020, qui a été déjà reconduite plusieurs fois et qui risque de s'installer dans la durée, et une série de mesures qui sont toutes décidées par l'exécutif seul, qui donnent évidemment libre cours à ses pires penchants dans ce domaine, c'est-à-dire à son habitude de ne pas consulter les élus quand on peut se dispenser de le faire, ou de ne pas tenir compte des contre-pouvoirs et des pouvoirs intermédiaires. Et c'est ce qui donne l'impression, bien entendu, qu'il y a une dérive autocratique qui est accentuée, bien entendu, par les maladresses multiples
de l'exécutif, par le comportement personnel du président de la République et par toutes les sottises qui ont été franchement accumulées. Je crois que c'est Nicole qui a parlé d'hystérie administrative. Moi, je parle de folie bureaucratique. Je veux dire, on en a eu de tristes exemples. L'interdiction de tenir à plus de 30 dans les églises, qu'il s'agisse de Saint-Sulpice ou d'une église de campagne, était particulièrement ridicule. Elle a été sanctionnée à juste titre par le Conseil d'État. Mais il y en a mille et une autres. Ça va depuis la décision de fermer les librairies, mais d'ouvrir la FNAC simultanément, et jusqu'à la décision à Lille, paraît-il, de laisser ériger une fois de plus la grande roue tout en l'interdisant au bon peuple et qui n'aura pas le droit d'aller dedans. C'est comme d'autoriser les stations de sport d'hiver à s'ouvrir, mais d'interdire l'ouverture des remontées mécaniques. Donc le délire bureaucratique a, je crois, atteint un sommet et il est amplifié par le fait que tout ceci est décidé par le président de la République en conseil restreint, qu'il appelle curieusement Conseil de défense d'ailleurs, et que les élus locaux, les collectivités locales, les parlementaires sont joyeusement ignorés. Alors quand en plus viennent se greffer dessus des problèmes de sécurité plus générale, c'est-à-dire le problème de la loi de sécurité globale, le problème de l'article 24 ou le dépôt la semaine prochaine du projet de loi contre le souverainisme, comme on l'a appelé au début, heureusement on a corrigé son nom, on arrive à une espèce de masse critique, si vous voulez, qui fait qu'il y a dans le pays, pour l'instant, une espèce d'inquiétude qui s'exprime alors dans les manifestations de masse, comme nous les avons vues samedi dernier, et qui donne lieu à des dérapages. Les dérapages sont évidemment les brutalités policières dont on a abondamment parlé et qui sont inexcusables, mais ils sont aussi d'avoir envoyé, excusez-moi, 98 agents de police ou gendarmes à l'hôpital samedi dernier, rien qu'à Paris. Donc les torts sont également répartis. Et quand j'entends dans la croisade actuelle sur la dérive autoritaire du gouvernement des voix comme celle de M. Mélenchon, qui est évidemment un ardent partisan de Fidel Castro et de Chavez, ou de l'Humanité qui, pendant 40 ans, a approuvé toutes les dérives staliniennes, je trouve qu'il y a vraiment à boire et à manger dans cette inquiétude, dont on peut comprendre qu'elle soit ressentie par beaucoup, y compris par beaucoup de gens qui ne sont pas des ayatollahs des droits de l'homme, mais auxquels se mélangent, bien entendu, des campagnes qui ont des arrière-pensées politiques ou des a priori idéologiques. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Dans la continuité de ce que vient de dire François, il me semble aussi qu'on cherche en fait où est la société française dans tout cela. C'est-à-dire qu'on parle d'Emmanuel Macron, on parle du gouvernement, on parle sans doute pas assez des médias, c'est-à-dire que la façon dont fonctionne une démocratie en temps de crise et dont quelque part les termes du débat sont connus de tous, c'est quand même quelque chose d'essentiel pour que les choses ne dégénèrent pas dans une forme d'hystérie qui n'est pas seulement administrative. On a le sentiment qu'aujourd'hui, on est en bataille rangée, en échange de grenades, si je puis dire, de manière métaphorique, entre un camp et un autre, entre ceux qui se font accuser d'islamo-gauchisme et ceux qui sont accusés, au fond, de vouloir détruire l'ensemble des libertés. Comment pourra-t-on empêcher cette hystérisation du débat? Je pense que c'est un point qui est posé. Là-dessus, d'ailleurs, je voulais quand même insister sur le fait que le fait que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, ait parlé de complicité intellectuelle avec du terrorisme lorsqu'il s'agissait de défendre les questions de liberté religieuse, la question de la place de l'islam et la façon dont un appel a été lancé contre la position du ministre, ça traduit aussi, au-delà de la question policière, quelque chose sur la liberté de penser, la question de l'organisation d'un débat public où, en fait, on recherche en France une forme d'équilibre d'un projet de société qui puisse être partagé par tous, d'une sorte de contrat social. Et je voulais quand même réinsister sur la question du calendrier, parce qu'après un an de pandémie, et même si nous pouvons nous vacciner en début d'année prochaine, nous serons dans la période d'avant l'élection de 2022 et je crois qu'un certain nombre d'anxiétés ou d'inquiétudes sont aussi liées à la manière dont pourrait se passer la présidentielle, dont pourront se passer les régionales. Il y a une anxiété sur les dérives éventuelles du côté de l'extrême droite.
J'entendais François parler de Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement fait souvent des déclarations populistes, mais je trouve que les reproches qui lui ont été faits, c'est aussi quelqu'un de très attaché à la laïcité, d'être seulement un islamo-gauchiste sont très injustes. Donc on est dans une situation où quelque part l'accumulation d'anathèmes empêche un débat qui pourtant devrait être extrêmement structuré aujourd'hui. Et je crois aussi que personne ne sait très bien, Nicole l'a bien dit sur l'accumulation des mesures qui ont été prises, personne ne sait très bien aujourd'hui, par exemple, s'il se retrouve confronté à un policier dans la rue, au fond, quel est l'état du droit? C'est-à-dire que d'ailleurs les policiers ne le savent pas non plus, puisqu'on a assisté effectivement à ces gens qui n'ont pas pu aller faire leurs courses à 5 km de chez eux parce qu'ils traversaient une frontière régionale. Donc on est dans cette absurdie, comme on le dit beaucoup aujourd'hui, mais ça signifie bien que personne ne connaît l'état réel du droit à cause de l'accumulation des choses qui ont été dites, et que cette accumulation aboutit au fait que nous sommes en pleine confusion pour ceux qui veulent appliquer la loi, comme pour les citoyens qui aujourd'hui se voient appliquer la loi. Richard Verly. Il y a un nom que nous n'avons pas prononcé, je crois, jusque-là, c'est celui de Gérald Darmanin, l'actuel ministre de l'Intérieur. Parce qu'effectivement, une partie de la polémique vient de son positionnement à lui. N'oublions pas les conditions de sa nomination. Il a été pris par Emmanuel Macron à ce poste clé du gouvernement, lui qui venait du budget, pour réconcilier l'État avec les syndicats policiers. Et on a beaucoup dit qu'au fond, il allait, et c'est ce qu'il a fait, se caler dans les pas de quelqu'un qui est pas mal son mentor, à savoir Nicolas Sarkozy. Je pense qu'on ne peut pas détacher la présence politique de Gérald Darmanin à ce ministère et ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la volonté d'Emmanuel Macron de séduire un électorat de droite, de la situation actuelle en France. Un deuxième point que je voudrais souligner et qui me préoccupe plus, certes, je suis de l'avis de Nicole, il n'y a pas de danger illibéral en France, et accuser Emmanuel Macron d'être un président illibéral à la méthode Viktor Orban en Hongrie, c'est tout à fait déplacé. Par contre, il y a bel et bien en France une crise d'autorité. Et la meilleure preuve, ce sont les succès des livres du général De Villiers, qui est perché sur ce thème, qui, à mes yeux, dit beaucoup de platitudes, mais qui néanmoins a un crédit, le crédit de l'officier supérieur, qui incarne ce besoin d'autorité dans un moment où le gouvernement semble être autoritaire. Et c'est là, je pense, que le débat électoral va se positionner dans les mois à venir. C'est est-ce que être autoritaire apporte toujours de l'autorité? C'est tout le défi, je pense, pour Emmanuel Macron. Je vous remercie. Il se peut que parmi nos auditeurs, certains aient été étonnés, d'autres peut-être même choqués, que nous n'ayons pas encore prononcé le nom de Valéry Giscard d'Estaing. C'est parce que je réserve pour la semaine prochaine, avec notamment la présence de Jean-Louis Bourlanges, d'aborder ce qui a été son septennat et son action politique d'une manière générale. J'évoquerai simplement un souvenir lié à cette émission à l'époque où elle était diffusée par voie hertzienne. Nous nous étions rendus à Blois à l'occasion des Journées de l'Histoire et Valéry Giscard d'Estaing était notre invité. Il y avait là Jean-Louis Bourlanges, il y avait Max Gallo et il y avait Élie Barnavi, l'historien qui a été à un moment ambassadeur d'Israël en France. Et une salle de 600 professeurs d'histoire qui étaient à peu près tous 200 mètres à gauche de la gauche. Et la manière dont Valéry Giscard d'Estaing a c'était au moment de la crise de 2008, en expliquant cette crise, enthousiasmé non seulement mes invités, mais aussi retourné complètement une salle qui lui a fait une ovation interminable quand il a eu fini, quand l'émission a été finie, est un souvenir particulièrement marquant. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à la Russie et aux défis auxquels est soumis son président Vladimir Poutine. En Arménie, en Biélorussie, en Moldavie ou au Kyrgyzstan, Poutine est défié dans son étranger proche. Après plus d'un mois de combats meurtriers dans le Haut-Karabakh sans que l'armée russe n'intervienne, Moscou a finalement repris la main. Erevan et Bakou ont conclu le 9 novembre une trêve sous son patronage. Le plan prévoit l'arrivée de 2000 soldats russes dans la zone du Haut-Karabakh restée sous contrôle arménien et amputée par l'avancée des forces azéries. Moscou se porte garant du cessez-le-feu, tout comme Ankara. Mais une ombre de taille plane sur le succès russe. La Turquie, dont l'implication avec des armes modernes, des mercenaires djihadistes et les ambitions régionales ont été soulignées de façon inédite lors de cette nouvelle crise.
Même prudence du président russe quant à la révolte populaire qui secoue la Biélorussie depuis l'élection présidentielle truquée du 9 août 2020 et l'annonce officielle de la réélection de Loukachenko par 80,1% des électeurs. Au pouvoir depuis 26 ans, le dirigeant biélorusse ne trouve qu'une parade face aux manifestations monstres qui ne cessent de se dérouler dans tout le pays, la répression, avec l'arrestation de 17 000 personnes, parmi lesquelles des candidats de l'opposition privés dès le départ de campagne électorale. Au moins 4 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont dénoncé les tortures et les violences subies durant leur détention. La figure de proue de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya, a été contrainte à l'exil en Lituanie et Moscou s'inquiète de la montée d'un sentiment anti-russe dans le pays. Selon un sondage récent, 60% de la population biélorusse se montre désormais hostile à une alliance avec la Russie contre 49% 2 mois plus tôt. Un revers sur les marches de l'Empire russe qui s'ajouterait à ceux essuyés en Géorgie, en Ukraine ou en Arménie, tout récemment en Moldavie, pays décidé à se tourner vers l'Union européenne le 16 novembre dernier de sa présidente Maia Sandu, première femme à occuper ce poste et surtout la première dont la probité personnelle fait l'objet d'un quasi-consensus. Son élection représente un revers pour Moscou, qui espérait maintenir l'ex-République soviétique dans son giron. Vladimir Poutine est également confronté à des mouvements de protestation au Kyrgyzstan, où règne le chaos politique depuis les élections législatives d'octobre dernier, dont les partis d'opposition refusent de reconnaître les résultats en raison d'irrégularités. Le Kremlin est aussi concurrencé par l'avancée des puissances autoritaires dans son arrière-cour, la Chine qui pousse son influence en Asie centrale, mais avec qui Moscou entretient une alliance informelle, et la Turquie déjà citée qui, avec le conflit du Haut-Karabakh, a mis un pied armé des drones, des bombardiers F-16 et des mercenaires syriens dans le Caucase, provoquant l'hégémonie régionale russe. À ce contexte s'ajoutent les problèmes à l'intérieur de la Russie, manifestations dans l'extrême-orient russe, à Khabarovsk, affaire Navalny, etc. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Philippe, laissez-moi vous dire d'abord que j'admire sans réserve l'esprit de logique implacable qui vous fait passer, qui vous amène à nous faire passer d'un débat sur les libertés à un débat sur vos libertés. C'est effectivement, là au moins, les sujets de liberté et de sécurité sont plus clairs. Toutefois, la Russie, et c'est ça son problème, vit depuis au fond la fin de l'ère Yeltsin, qui a été une brève parenthèse démocratique et presque pro-occidentale. Depuis la fin de l'ère Yeltsin, Poutine est aux commandes et la Russie vit une situation très très inconfortable dans laquelle elle a à faire face à la fois à la situation chaotique dérivée de l'écroulement de l'Union soviétique et de toutes les indépendances, de 1991, de la désagrégation du bloc, de l'avancée de l'Occident sur les frontières de ce qui fut naguère encore l'Union soviétique, et avec Poutine, une espèce à la fois de nostalgie d'empire et une restauration partielle d'un régime autoritaire et presque impérial. Mais Poutine est en fait dans une position souvent défensive. Il l'est d'abord parce qu'il a vu l'Occident, en la personne de l'OTAN, s'avancer à ses frontières comme elle ne s'était jamais avancée depuis la Première Guerre mondiale, mais parce qu'en outre, il lui faut préserver l'influence russe dans tout l'ancien empire soviétique, dans tout ce qu'on appelle en russe l'étranger proche, n'est-ce pas, et contenir ou mettre en échec les avancées de l'Occident, mais en même temps, ne pas mettre en danger la sécurité de la Russie en prenant des initiatives intempestives ou menaçantes qui amèneraient une réaction ou une crise internationale. Donc il lui faut, à chaque fois qu'il y a une avancée, disons, des pulsions démocratiques dans tel ou tel de ces pays satellites, trouver un mode de réaction qui lui permette de limiter les dégâts et qui l'amène à contrôler tout de même ce qui est malgré tout, avant tout, un combat en retraite. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut. La Russie se sent assiégée, elle se voit assiégée, mais chaque fois qu'arrive ce qu'on appelle à Moscou une révolution de couleur, par allusion bien sûr à la révolution orange en Ukraine ou aux révolutions en Géorgie ou dans d'autres pays, à chaque fois qu'il arrive une de ces révolutions de couleur dans lesquelles la Russie veut absolument voir la main de l'Occident
avant de s'interroger sur ce que sont véritablement les appétits de liberté des populations. Il lui faut réagir, il lui faut accommoder une situation nouvelle, et elle le fait généralement avec soit des initiatives violentes, comme par exemple aller annexer la Crimée pour punir l'Ukraine, ou faire intervenir ses troupes, même déguisées, au Donbass, ou en Arménie, avec une intervention tardive pour imposer un cessez-le-feu. Dans les deux cas, la volonté de Moscou était de limiter les dégâts, mais aussi de délivrer une leçon en montrant à des nouveaux gouvernements qu'on ne gagne rien à choisir l'Occident, qu'au contraire, il y a un prix très élevé à payer et qu'on ne gagne rien à promouvoir la démocratie. Alors au fond, c'est ça la ligne directrice de la conduite de Poutine dans une politique étrangère qui, dans l'ensemble d'ailleurs, est revenue aux bases de ce qu'était la politique tsariste. On peut évoquer la politique étrangère d'Alexandre III à propos de celle de Poutine, la méfiance à l'égard de l'Occident, la volonté d'agir au sein d'une zone d'influence, la préservation d'un glacis sécuritaire autour des frontières et une relation ambiguë avec la Turquie, envers qui il n'y a pas d'hostilité fondamentale tant que la Russie a un libre accès aux mers chaudes, c'est-à-dire à la Méditerranée. Ça, c'est la base, si vous voulez, de la situation actuelle. Mais ce qu'il faut bien continuer de voir, c'est que dans cette navigation semée d'embûches, Poutine a des objectifs qui sont assez clairs et il a des ennemis dont il a établi une hiérarchie très claire. L'ennemi numéro un, la priorité, c'est l'Occident. Ce sont les pays démocratiques, c'est les États-Unis et par délégation l'Union soviétique, l'Union européenne, pardon, qui est perçue comme toujours, non pas du tout comme une puissance en soi, mais comme une antichambre de l'OTAN. C'est traditionnellement l'approche russe, et c'est ça l'ennemi, c'est les États-Unis, c'est la CIA, c'est l'OTAN, c'est l'Union européenne. C'est très très clair et ça doit rester très clair. L'islam, dont on pourrait penser qu'il est un ennemi potentiel de la Russie, compte tenu de l'importance des populations musulmanes au sein d'un certain nombre de républiques fédérées en Russie, n'est pas vraiment un ennemi au même titre que l'Occident. C'est une carte dont périodiquement Poutine joue dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est une illusion de l'Occident de croire que tôt ou tard, l'islam djihadiste, l'islam radical, deviendra l'ennemi numéro un de la Russie à la place de l'Occident. En réalité, Poutine s'accommode assez bien de tout cela. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, la façon dont il a sous-traité la gestion de la Tchétchénie, qui valait il n'y a pas si longtemps une guerre, à des islamistes purs et durs qui y font régner une loi absolument d'airain. Voilà. Alors à ceci, il faut s'ajouter, bien entendu, dans le cas de Poutine, la nécessité de se méfier de ses alliés. Je dis bien alliés, pas amis. La Chine, qui bien entendu a des appétences gigantesques en matière d'énergie, d'hydrocarbures essentiellement, mais aussi de matières premières de toutes sortes, et qui jouxte une Sibérie vide, et la Turquie, qui est le partenaire de la Russie pour l'instant en Syrie, en Libye, et qui l'a été en Azerbaïdjan-Ukraine, en Azerbaïdjan et Arménie, je veux dire, mais qui est potentiellement un adversaire. Il ne faut quand même pas oublier que l'histoire russe est jalonnée de guerre avec la Turquie. Il y en a eu 24, je crois, si ma mémoire est bonne, et que tôt ou tard, les choses peuvent se durcir ou devenir dramatiques si M. Erdogan, qui ne sait pas toujours s'arrêter, pousse son avantage un petit peu trop loin dans le Caucase, qui doit rester, évidemment, aux yeux de Moscou, une chasse gardée pour la Russie. Nicole Diesotto. Oui, d'abord un commentaire sur l'analyse très intéressante que vient de faire François Bujon de l'Étang. Est-ce que Poutine est sur la défensive? Je crois que si on élargit un tout petit peu la zone, moi je dirais que on a une très grande ambivalence aujourd'hui de la puissance russe. Elle est effectivement légèrement empêtrée sur sa frontière européenne, occidentale, mais elle est au contraire renforcée si on va un tout petit peu plus loin au Moyen-Orient et dans le Caucase. Et c'est cette double caractéristique qui me paraît aujourd'hui définir
la position de la Russie. Au Moyen-Orient, je n'y reviens pas, mais Poutine a fait un retour extraordinaire en 2015. Il a pris des positions en Syrie, en Libye maintenant, et dans le Caucase, vous l'avez dit, il a maintenant obtenu ce qu'il n'avait jamais pu obtenir avant, c'est-à-dire le stationnement de 2000 soldats russes dans une partie de l'Arménie. En l'inverse, sur la frontière occidentale européenne, là, il est vraiment empêtré. La Moldavie, on l'a vu, a choisi vraiment comme président de la République une ancienne économiste de la Banque mondiale, je crois, ou du FMI, je ne sais plus, mais enfin, quelqu'un qui est parfaitement sur une vision De la libérale Banque mondiale, de c'est ce une ancienne pays. économiste de la Banque mondiale. Voilà. Donc la Moldavie lui échappe d'une certaine façon, mais on peut dire que c'est un tout petit pays. La Biélorussie, qui était son dernier allié sur la partie occidentale à l'ouest de l'Oural, est en train de devenir un pays parfaitement instable et où le président, son meilleur allié, Loukachenko, est incapable, entre guillemets, de tenir le pays, à tel point que aujourd'hui, la stratégie de Poutine, c'est d'obtenir non seulement des réformes, mais peut-être le départ de Loukachenko. Et en Ukraine, il a pris effectivement un certain nombre de gages, notamment la Crimée, mais son image est dramatique et ça lui vaut non seulement détérioration de son image à l'égard de l'Union européenne, mais une politique de sanctions qui fige la relation avec l'Union européenne à un moment où il en aurait, sur le plan économique, extrêmement besoin. Donc on voit bien qu'il y a quand même il y a un bilan qui est très contrasté, empêtré en Europe, mais renforcé au Moyen-Orient et dans le Caucase. La question que je me pose, c'est quelle est la stratégie vraiment de Poutine en faisant tout cela? Alors, c'est vrai qu'il a une priorité dans les ennemis, entre guillemets, la démocratie étant un ennemi privilégié, ça je suis d'accord, mais quelle est sa stratégie? Moi, je ne crois pas beaucoup à une thèse qu'on voit assez souvent, en particulier à l'OTAN, qui est la stratégie de reconquête territoriale. Je n'y crois pas. Il a pris quelques petits gages, mais enfin, l'Ossétie, l'Abkhazie, tout ça, c'est vraiment très peu de choses par rapport à l'ancien empire. Je crois qu'il cumule au contraire trois stratégies. Premièrement, une prise de gage en Europe. Il ne veut pas que l'évolution de ces pays, que ce soit des pays en Europe ou d'ailleurs la Syrie ou la Libye, il ne veut pas que l'évolution de ces pays se fasse sans que la Russie ait son mot à dire. Et par exemple, pour l'Europe, c'est difficile effectivement pour la Géorgie et l'Ukraine de vouloir rentrer dans l'OTAN alors qu'une partie de leur territoire est occupée par des troupes russes. Donc ça, c'est une stratégie de prise de gage, voire de blocage démocratique de ces anciens satellites. Et c'est, je crois, très important, c'est son objectif prioritaire, geler l'évolution politique de ces pays. Il y a deuxièmement une stratégie du coucou, qui est tout simplement de profiter de la place laissée libre par les Américains. Et c'est très clair sur l'Ukraine. En 2013, les États-Unis refusent d'intervenir militairement en Syrie. Et là, Moscou a parfaitement compris qu'il avait les mains libres partout ailleurs, et en particulier en Ukraine. Il intervient en 2014 en prenant la Crimée. Et on voit bien, pareil dans le Caucase, pourquoi il intervient, parce que ni l'Union européenne, ni l'OSCE, qui est censé avoir un processus, n'arrivent à déceler la situation. Et la troisième stratégie, je termine, c'est une stratégie de diversion. Et ça, c'est une stratégie très classique de dictateur. La situation économique à Moscou est absolument catastrophique, la situation sanitaire encore plus. Et donc, faire des opérations extérieures au Moyen-Orient ou dans le Caucase, c'est une façon aujourd'hui de couper court à la crise sociale en jouant sur la fierté nationale. Richard Verly. Oui, je voudrais tirer aussi quelques leçons pour l'Europe de tout ce qui se passe, parce que bien évidemment, il y a ce que l'on voit sur le terrain entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y a les interventions russes et turques dont nous avons parlé, et il y a les conséquences pour l'Europe. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'au fond, l'Europe n'a toujours pas adopté une stratégie de réplique adéquate à la Russie. On ne voit pas, on ne sait pas comment réagir aux interventions russes, ce qui prouve sans doute, et Nicole vient de le dire, que l'attitude russe qui consiste à prendre des gages, eh bien, elle fonctionne. Parce que la Russie marque des points à chaque fois et l'Europe n'arrive pas vraiment à donner une réponse appropriée. Je vais en prendre un seul exemple. Dans le cas de ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on a quand même vu combien l'Europe n'était pas préparée
à voir la Turquie intervenir avec des drones qui ont quand même fait la différence sur le terrain militaire à l'avantage de l'Azerbaïdjan et une technologie au fond arménienne de défense qui n'était pas appropriée. Et bien là, il y a l'Europe qui se retrouve dépassée sur le champ de bataille, y compris sur des petits champs de bataille, pourrait-on dire, parce que ce sont des terrains en quelque sorte de conflits interposés. Ce n'est pas un conflit massif au sein de l'Europe. Mais là, moi, je vois quand même une lumière orange s'allumer. Faisons attention parce qu'il semble que peut-être les services de renseignement des pays européens n'étaient pas suffisamment au point par rapport à cette menace turque. En ce qui concerne la Russie à proprement parler, toute la question, je crois, pour l'Europe va être de savoir jusqu'où elle veut aller. C'est-à-dire, est-ce que la Russie est un partenaire fiable? Là, elle a joué un rôle décisif dans le cessez-le-feu, il y aura ce déploiement de soldats russes, mais est-ce que c'est un déploiement à l'avantage de la Russie ou vraiment à l'avantage de la paix? Donc, je crois que plus que jamais se pose cette question de confiance entre l'Union européenne notamment et les puissances militaires au sein de l'Union européenne et la Russie. On voit bien qu'il y a un dialogue, mais qu'on n'arrive pas à travailler ensemble et que dès qu'elle le peut, la Russie profite de l'occasion pour se positionner. Et pour l'instant, il semble que les Européens sont quand même moins rapides et moins agiles que l'ours russe. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, je voulais revenir à ce que nous disait François en début de sujet, sur le fait qu'au fond, on est dans une situation où on ne sait pas vraiment si Vladimir Poutine est en train de gagner ou s'il est en train de perdre. C'est-à-dire qu'il est dans cette situation avec ce qu'on appelle ces conflits gelés, c'est-à-dire des rébellions séparatistes, des guerres qui sont figées dans cet espace post-soviétique. Et j'ai compris d'ailleurs que les Russes n'aimaient pas l'idée de conflit gelé, mais de conflit non résolu. Mais en tout cas, il est dans cette situation où il doit assurer, au fond, la stabilité relative de toute sa zone autour de la Russie. Et par ailleurs, comme ça a été rappelé par les uns et les autres, dans cette situation où il souhaite mener une stratégie anti-occidentale. On l'a bien vu en Syrie notamment. Donc, est-ce qu'il est en train de réagir par rapport à la volonté d'un certain nombre de sociétés, de peuples, de se libérer davantage du joug soviétique, enfin du joug russe, d'ailleurs, le lapsus est révélateur, ou est-ce qu'il est en train de reconquérir du terrain par une politique de puissance? Je crois que ce qui se passe au Haut-Karabakh, ce qui s'est passé, puisque maintenant il y a eu cet accord qui doit tout à Vladimir Poutine et aux Russes, cet accord en 9 points qui consacre certes la victoire militaire de l'Azerbaïdjan grâce aux Turcs, il faut le rappeler, et grâce aux mercenaires syriens que les Turcs ont fait venir au Haut-Karabakh et aux drones. Donc cette victoire des Azerbaïdjanais sur les Arméniens, sous l'égide de Vladimir Poutine, et surtout en ayant exclu, par rapport à ce que vient de dire Richard, par rapport au groupe de Minsk, dont la France était co-présidente, en ayant exclu toute intervention en fait, de la France et de l'Europe dans un conflit qui a été géré par Poutine et dont Erdogan a joué structurellement la victoire des Azéris. Donc on est dans cette situation où on ne sait pas vraiment si Poutine est un très bon tacticien ou s'il va au-delà par une sorte de stratégie de puissance. Et je ne suis pas sûre que... Je pense que la question peut rester ouverte parce que l'enjeu des réformes en Ukraine, en Moldavie, en Biélorussie, c'est un bloc d'ailleurs, Nicole le rappelait, il faut regarder aussi la carte, voir le bloc Ukraine, Moldavie, Biélorussie. Et puis il y a l'autre bloc, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie. À partir de là, ce qui se passe dans un bloc ou dans l'autre n'est pas forcément la même chose, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des forces contradictoires à l'œuvre entre, en Ukraine par exemple, aux dernières élections régionales, plutôt une reprise de poil de la bête des partis pro-russes face à la déception du fait que l'Union européenne n'arrive pas vraiment à soutenir une politique claire vis-à-vis de l'Ukraine. Et puis en Arménie, en revanche, là, il y a clairement une déception par rapport à la façon dont Nicole Pachinian, le nouveau Premier ministre arménien, qui voulait mener une politique anticorruption, s'éloigner de Poutine, de la Russie, se trouve aujourd'hui extrêmement fragilisé et on ne sait même pas s'il pourra garder le pouvoir. Donc cette situation de mouvement contradictoire, elle dépend évidemment de l'état des sociétés, de la façon dont, comme le disait Richard, l'Union européenne sera capable d'avoir une position diplomatique, alors même que, certes, les États-Unis vont sans doute avoir une position plus active avec l'élection de Joe Biden, mais c'est à l'Europe de jouer son rôle. Et puis, on est dans cette situation où Erdogan, ce qu'il compte faire par rapport à l'allié russe, ce sont, comme ça a été rappelé par François également, des alliés qui sont aussi adversaires
et la situation va sans doute rester très confuse. Il faudra en tout cas que Poutine s'efforce de maîtriser les ambitions d'Erdogan, qui lui aussi a une situation intérieure difficile et qui, pour cette raison, se sent pousser des ailes dans une politique de puissance. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'inaugurerai en disant c'est la semaine des prix littéraires. Les grands prix cachent les petits. J'ai découvert qu'il existe un prix ENSI du livre dont la littérature est l'héroïne. Ce livre, c'est un livre signé de Didier Blonde qui s'intitule Carnet d'adresses et qui est la collection des adresses, des numéros de téléphone, des personnages de romans que Didier Blonde a croisés au fil de ses lectures. Mais il y a aussi une jolie réflexion sur les adresses en littérature et sur la rêverie que ces adresses peuvent susciter. Et puis, il y a un passage un peu plus personnel dans lequel Didier Blonde raconte comment le numéro de téléphone de l'appartement plein de souvenirs heureux que ses parents et ses frères et sœurs habitaient, le numéro de téléphone est toujours valide et il se demande s'il va l'appeler. Il l'appelle et je vous laisse découvrir ce qui se passe. Ça s'appelle donc Carnet d'adresses, c'est signé de Didier Blonde et ça a paru aux éditions Gallimard. François Bujon de l'Étang. Oui, Philippe, j'aurais aimé vous aider à vous changer les idées, mais je ne vais pas le faire, probablement par pur esprit de provocation, puisque nous sommes dans une atmosphère anxiogène, restons-y pour de bon. Je sais que depuis le début de l'épidémie, tout le monde s'est précipité sur la relecture d'Albert Camus, à la rigueur de Jean Giono et du Hussard sur le toit, mais moi je vous recommande une troisième lecture dans le même genre, c'est celle du livre de Daniel Defoe, auteur du célèbre Robinson Crusoe, qui s'appelle Journal de l'année de la peste. Il s'agit d'un véritable journal qu'il a composé, mais c'est une œuvre de fiction en réalité. Ce n'est pas vraiment un reportage sur la grande peste qui a dévasté Londres en 1665-66 et qui a causé 70 000 morts d'ailleurs à l'époque dans une capitale qui était loin d'avoir la taille d'aujourd'hui. C'est en fait en 1720, au moment où une nouvelle peste a attaqué Marseille, que Daniel Defoe a décidé d'écrire ce journal de l'année de la peste, dont vous ressentirez beaucoup d'écho en vous-même à cause de la pandémie que nous subissons en ce moment, mais qu'une espèce de narration extrêmement méticuleuse et très très intéressante de ce qui s'est passé à Londres, en effet, en 1665-66. Mais dans toutes les mesures de confinement qui ont été prises, dans toutes les réactions de la population, dans toutes les menaces qui ont été ressenties par les uns et pour les autres, vous ressentirez énormément d'écho de ce que vous connaissez aujourd'hui. Le journal de l'année de la peste a été réimprimé fort opportunément par Folio au début de l'été dernier, et c'est une lecture extrêmement intéressante. Nicole Niesotto. Alors, moi, je dois dire en toute sincérité que le confinement diminue quand même considérablement les découvertes culturelles que je pourrais partager avec vous. Donc, hormis les séries télé et les livres. Alors, je ne vais pas vous parler de la série The Crown, parce que je pense que tout le monde l'a déjà vue, revue et appréciée, mais je voudrais vous parler d'une revue qui est une très vieille revue de politique internationale, qui est la revue de l'IFRI, Politique étrangère, publiée chez Armand Collin, et une revue dont je trouve la qualité n'a cessé de s'améliorer, et en particulier depuis le Covid et depuis le confinement, où sont parus 2 numéros qui posent des questions extrêmement intéressantes sur la réforme de la mondialisation, sur la revanche de l'Europe, avec notamment un très grand entretien avec Clément Beaune, le ministre français des Affaires européennes, sur les conséquences géopolitiques du coronavirus en Afrique, sur le monde d'après, avec là aussi un entretien très intéressant de Joseph Borrell, qui est le nouveau haut représentant européen pour la politique étrangère, la sécurité et la défense. Et puis dans le tout dernier numéro qui sort aujourd'hui, un dossier extraordinairement bien fait sur le Brexit ou le malheur de rompre. Et c'est un très beau titre, je crois, qui résume à lui seul cette tragédie du Brexit. Donc je recommande les 3 derniers numéros de la revue Politique étrangère de cette année parce qu'elle colle vraiment à l'actualité et pour une revue trimestrielle, c'est assez difficile. Lucille Schmitt. Oui, alors moi, j'ai essayé de faire quand même quelque chose d'un peu humoristique et j'ai retrouvé dans ma bibliothèque un petit livre qui s'appelle « Marcher droit, tourner en rond ».
L'auteur, c'est Emmanuel Venet, c'est paru chez Verdier. Et je ne vais pas vous dévoiler ce que raconte ce marché droit tourné en rond, mais en tout cas, il commence aux funérailles de sa grand-mère, morte à 99 ans et 51 semaines. Et je vous dirais juste que le narrateur est un autiste Asperger, passionné de Scrabble, fondu de Scrabble même, dit-il, et de catastrophes aériennes. Et à partir de là, les choses se déroulent d'une manière totalement absurde, mais très, très drôle. Richard Verly. Eh bien, moi, c'est un ouvrage historique que je voudrais vous proposer. Il va nous ramener vers des temps terriblement illibéraux et autoritaires, c'est-à-dire pendant le régime de Vichy. Vous savez peut-être, Philippe, que l'un des ambassadeurs les plus influents à Vichy était l'ambassadeur de Suisse, Walter Stücki, qui était par ailleurs un intime du maréchal Pétain. Eh bien, les carnets de Walter Stücki, ses mémoires en quelque sorte, viennent d'être republiés par les éditions de la Baconnière. Ça s'appelle tout simplement La fin du régime de Vichy. Ça raconte comment tout cela s'est délité sous la botte nazie. C'est absolument passionnant. Et petite anecdote pour ceux qui ne le savent pas, le maréchal Pétain, de retour d'Allemagne, tentera d'arriver en Suisse, à Valorbe. Il sera accueilli par cet ambassadeur qui, à ce moment-là, rejoint la diplomatie à Berne et il sera reconduit en France où ensuite il advient ce que l'on sait, à savoir son procès. Je vous remercie. Je remercie nos auditeurs de nous soutenir par leur contribution. Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée. Benoît Carré, qui veille à son compendium, à son compte-rendu analytique. Nicolas Tourneau, qui veille au site. Olivier Magloire, qui suit nos finances. Et Julien Neuville et Nouvelles Écoutes, qui nous produisent. Et je vous dis donc rendez-vous la semaine prochaine pour une émission en direct, à laquelle vous pouvez participer comme vous y participez quand nous sommes à l'école alsacienne, où j'ai bon espoir que nous nous retrouverons pour notre deuxième émission de janvier, celle du 10 janvier. Vous saurez comment écouter en direct et participer à cette émission de dimanche prochain grâce à notre lettre d'information numéro 14 que vous trouvez sur notre site à la rubrique lettres d'information. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel esprit public.